Merci beaucoup d'être là. Il est 19 heures, on est lundi, donc merci sincèrement du temps que nous allons partager ensemble aujourd'hui. Alors merci aussi bien sûr aux sponsors et merci aux partenaires de Agile en scène. Et nous allons aujourd'hui parler du rôle du coach agile. Nous allons parler du coach agile. Est-ce qu'il est dans le conseil? Est-ce qu'il est dans le coaching? Est-ce qu'il est dans les deux? Et alors avant de commencer, je me présente. Moi, je m'appelle Amira Amri. Je suis coach agile et coach professionnel. Et je fais partie de la société GFI Digital, en particulier de l'entité en charge de la transformation des organisations. Donc GFI, en fait, va changer d'ailleurs de nom bientôt. Vous en saurez plus le 1er octobre. Et comme je vous ai dit, nous allons passer ensemble 45 précieuses minutes de votre temps. Et donc, avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Et j'aimerais vous demander avec quoi vous aimeriez partir à la fin de cette session. Donc, en fait, je suis en train de vous demander de vous projeter dans 45 minutes, d'imaginer que vous êtes satisfait de ce temps que vous avez alloué à cette session, et puis de compléter cette phrase « Je suis satisfait parce que cette session m'a permis de quoi ?» Donc, allez-y. Je vous propose de partager par message et je vais lire rapidement les différentes attentes avant de continuer. Alors, Alain dit bien différencier le rôle du coach et du consultant agile. Ok, distinguer les deux postures, coach et consultant. Je suis satisfaite parce que cette session m'a permis de comprendre les différences et points communs entre coach et consultant. Ensuite, différencier coaching et accompagnement. Ok. Être à l'aise avec les deux casquettes. Pouvoir commencer à travailler avec Agile. Distinguer les postures et les tendances, des attentes du marché. Le bon équilibre entre rôle consultant et coach. Ok. Compatibilité des deux. Connaître à quel moment on porte l'une ou l'autre. Ok, parfait. D'aller au-delà du modèle de Lisa Atkins. Et ben c'est très intéressant comme attente. Je suis satisfait parce que cette session m'a permis de clarifier le rôle de chacun. Ok. Donc, globalement, ce qu'on voit là, c'est beaucoup d'attentes autour de la différence entre le coaching et le conseil, les modèles qui existent, qui parlent du rôle du coach agile, apprécier le rôle du coach. Ok. Alors, merci beaucoup de ces partages. Ça nous donne une idée sur nos attentes les uns et les autres. Et je vous confirme qu'on est alignés. Ce sont les sujets que nous allons évoquer ensemble aujourd'hui. Consultant ponctuel, coach sur la durée. OK. Alors, je continue. Et avant d'aller plus loin sur les définitions et les postures, je vais partager avec vous d'abord une histoire pour commencer, pour illustrer, pour situer le problème dont on parle aujourd'hui et pourquoi on parle aujourd'hui de ce problème-là. Et je vais vous raconter une petite histoire autour d'un coach agile. Donc, un coach agile qui intervient auprès d'un programme, de plusieurs équipes. Et ce coach-là accompagne ces équipes pendant plusieurs mois. Et il les prépare aussi, entre autres, à un événement de planification du trimestre qui allait venir. C'est un événement qui est très attendu par les équipes. C'est un peu l'équivalent du PI Planning pour ceux qui le connaissent. Et donc, l'objectif, entre autres, c'est de sortir avec une vision et des objectifs stratégiques et des objectifs produits sur le trimestre qui allait venir pour ce programme, pour ces équipes. Donc, il prépare, et puis c'est le jour J, c'est le jour de l'événement. Ça se passe en 2 jours de planification, de travail collaboratif, d'atelier. Et là, on est dans une session particulière qui est en fait la dernière session avant la présentation aux différentes parties prenantes des objectifs, des grandes lignes des objectifs produits et stratégiques de ce programme. Et donc, imaginez qu'il reste 30 minutes à la fin de cette session et le coach agile regarde, il y a un tableau d'affichage qui allait être partagé avec les différentes parties prenantes et le coach agile regarde le tableau commun de la vision et des objectifs, des grandes lignes qui allaient orienter le trimestre et il voit que c'est vide. Il regarde, il cherche, on va dire, la product manager, la personne qui est owner, qui centralise la vision produit au niveau du programme.
Et il la voit en train de travailler avec les équipes sur des détails, sur des fonctionnalités détaillées du trimestre qui allait venir. Et il sait que une demi-heure, c'est vraiment juste pour arriver à travailler le plan global, la vision, les grandes lignes. Et donc là, il regarde, elle a l'air vraiment prise dans des discussions sur les détails avec les équipes. Et il se pose la question, ce coach agile, sur ce dilemme. Qu'est-ce que je fais maintenant? Donc il reste une demi-heure. Est-ce que je vais aller voir cette personne et la conseiller, donc lui dire concrètement, aller droit au but et lui dire, écoute, product manager, il reste une demi-heure. Je te propose d'arrêter de regarder le détail maintenant, on n'a plus le temps et de toute façon, ce n'est pas le plus important puisque là, on parle d'orientation globale. Je te propose plutôt d'aller avec les product owners de chaque équipe, travailler sur l'image globale, sur les grandes lignes, sur la vision. Donc, il hésite entre soit faire ça, soit aller conseiller, soit prendre plutôt un rôle de coach, parce que ce coach agile a fait du coaching professionnel et il a appris à questionner, à faire émerger les réponses. Donc, il hésite entre conseiller ou alors aller la voir et lui poser 3 ou 4 questions en lui disant, les faits, c'est qu'il reste une demi-heure. Quel est ton objectif pour ces demi-heures? Quelle est ta priorité, ta stratégie? Et qu'est-ce que tu décides de faire? Quel est ton plan d'action maintenant pour gérer ça, pour arriver à réussir l'objectif? Et donc, il hésite entre les deux. Il se dit, bon, je ne peux pas faire les deux. Il faut vraiment que je fasse un choix. Qu'est-ce qui est le plus efficace là? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la conseille? Est-ce que je la coach? Et pour l'instant, on va laisser ce coach agile avec ce dilemme. Et la bonne nouvelle, c'est que ce coach agile, c'était moi. C'est-à-dire que je vais pouvoir vous raconter la vraie fin de cette histoire. Mais avant, on va aller plutôt voir un petit peu de théorie et des modèles pour apporter une base théorique à tout ça. Donc, coach agile. Alors, le coach agile, il y a 2 mots dans coach agile. Il y a le coaching, comme vous avez dit, qui est déjà porteur d'ambiguïté, de polémique. Et puis, il y a l'agile, qui n'est pas non plus évident à définir. Et on va essayer de voir un peu les 2 parties. Alors, on va commencer par l'agile. Sans rentrer dans des définitions, l'agile, le manifeste agile depuis 2001, on l'a tous lu au moins une fois. Et ce que je vais vous proposer, c'est une vision, une vue de l'agile particulière. Il y en a une infinité. Et celle-ci, c'est celle que vous avez peut-être déjà vue, qui est représentée ici par Ahmed Sidki, qui dit qu'en fait, l'agile, c'est à la fois être agile et faire agile. C'est les deux à la fois. C'est-à-dire que l'agile, c'est, d'après cette vision-là, c'est un mindset, c'est un état d'esprit qui est décrit par les 4 valeurs agiles que nous connaissons, qui est défini par 12 principes, et puis qui se manifeste à travers une infinité de pratiques. Une infinité parce qu'il y en a autant que les organisations qui les utilisent. Alors, pourquoi je vous propose cette modélisation de l'agile? Parce que ça met l'accent sur 2 choses différentes, qui sont l'état d'esprit d'un côté et puis les pratiques, qui sont les 2 aussi importantes l'une que l'autre. Et si on regarde ça d'une autre façon, en utilisant par exemple les cadrans de Wilber appliqués à l'entreprise, eh bien, on voit bien que quand on parle d'agile, de l'agile dans une organisation, on est bien à la fois sur l'extérieur, c'est-à-dire les processus, quels sont les événements en place, quels sont les comportements des personnes, comment elles collaborent, qu'est-ce qu'il y a comme échange entre les personnes, qu'est-ce qu'il y a comme rituel. Et puis, on est aussi sur l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Qu'est-ce qu'il y a comme opinion, comme mentalité? Par exemple, quand je vous disais, dans l'exemple que je vous ai raconté au début, que la product manager était là sur le détail, alors que l'idée, c'était de livrer à l'ensemble des parties prenantes une première vision des objectifs, eh bien, on est en vérité vraiment sur une façon d'être, une façon de penser. On est en train de dire que l'idée, c'est pas d'être sur le détail et de perfectionner le détail, mais de se contenter d'une première version globale d'orientation, et puis de revenir à la planification des détails plus tard. Et en fait, c'est pas intuitif. Je sais pas vous, mais moi, si on me dit, vas-y, expose ton travail, une première version globale, et puis tu apprendras par ce que tu vas montrer à ton client ou à ton interlocuteur, et tu vas t'adapter, et puis tu vas t'améliorer, je ne me sens pas très à l'aise.
ça dépend des personnes, mais on est bien sur quelque chose de l'ordre de l'opinion, de la valeur. Et quand on dit agile, c'est vraiment ça. Quand on dit valeur agile, c'est est-ce que, par exemple, quand on dit des logiciels fonctionnels plutôt qu'une documentation exhaustive, c'est aussi la perfection des détails par rapport à apprendre par l'exposition. Et donc, tout ça pour dire que le coach agile intervient dans ce cadre-là, parmi d'autres acteurs. Et alors, dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on attend de ce coach agile? Quel est son rôle? Donc, si vous prenez un peu de temps pour définir pour vous le rôle du coach agile en une phrase, vous allez voir que c'est pas simple. Et en plus, il y a autant de définitions de ce qu'on attend du coach agile que de coach agile et que d'acteurs qui interagissent avec le coach agile. Et je vais vous proposer une définition parmi d'autres comme base de travail. Et ça tombe bien parce que c'est une définition de Lisa Atkins. Il y en a tout à l'heure l'un des participants qui a mentionné le modèle de Lisa Atkins, qu'on va bien sûr voir, même si on ira au-delà. Donc, Lisa Atkins, elle dit que ce qu'on attend des coachs agiles, c'est de livrer une capacité agile globale qui est saine. Et pourquoi? C'est ça aussi qui est intéressant, en vue d'un résultat. C'est pas l'agile pour l'agile, c'est l'agile en vue d'un résultat. Et ce résultat, il tourne autour de la product delivery, qui va être fluide, fréquente, de haute qualité, et j'ajouterai de valeur par rapport au client. Ok, donc on commence à situer ce qui est attendu du coach agile, et on ne s'éloigne pas en réalité du manifeste agile avec cette définition, je pense. Et donc pour faire ça, ce que Lisa Atkins, entre autres, propose comme modélisation des compétences du coach agile, c'est cette étoile que vous avez probablement déjà vue, qu'on va regarder plus en détail. Alors, c'est un modèle, une modélisation par définition, c'est une représentation simplifiée de quelque chose de complexe. Donc, par définition, ça ne peut pas être exact. Effectivement, il y a des limites, mais on va le regarder parce que ça va justement nous permettre de le dépasser. C'est aussi l'un des avantages des modélisations. Alors, ce modèle que vous pouvez aussi trouver sur Agile Coaching Institute, ça a l'air un peu chargé. Si vous regardez, là, il y a peut-être trop de choses dedans. Et donc, on va regarder un regard encore plus simple dessus. On va ignorer la partie du bas, parce qu'en réalité, la partie du bas, ce sont des spécialisations du coach agile avec le temps. Ce n'est pas une liste nécessaire de tout ce qu'il sait faire. Et on va regarder de cette façon. Il y a deux parties dans ce schéma. Il y a une partie sur la droite, sur la gauche, qui est autour de tout ce qui est expertise agile, ce qu'elle dit agile, ce qu'elle appelle Agile Lean Practitioners, ce qui est appelé dans son modèle, parce que c'est pas uniquement le modèle de Lisa Atkins, la partie connaître vraiment l'agile en tant que valeur, en tant que pratique, donc conseiller et aussi former, et aussi mentorer dans le sens apporter une interaction individuelle en partageant les connaissances, mais aussi sa propre expérience, et ainsi de suite. Et puis sur ma droite, il y a la partie facilitation, accompagnement. Dans ce modèle-là, elle est représentée sous la forme de la facilitation et puis du coaching professionnel. Et ce qui est intéressant pour l'instant, sans rentrer dans le détail, c'est de séparer vraiment les deux et de dire que pour faire du coaching de la facilitation, en fait, on n'a pas du tout besoin de savoir ce que c'est que l'agile. Par contre, pour faire la partie qui est entourée en orange, on a besoin de comprendre l'agile, les valeurs, de l'avoir pratiqué et de pouvoir apporter une expertise sur les situations rencontrées par les équipes, par l'organisation de façon globale. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que les compétences du coach agile, on peut simplifier en disant le coach agile, il maîtrise un contenu. C'est ce que j'ai appelé consultant ou conseil dans le titre de cette session. Donc, il maîtrise un contenu et il va conseiller et former et mentorer à partir de cette expertise. Donc, pour revenir à l'une des attentes qui a été partagée tout à l'heure, qu'est-ce qu'il va faire le coach agile sous sa casquette de consultant? Eh bien, il va bien sûr formuler et valider les attentes. Il va diagnostiquer l'existant, identifier les dysfonctionnements et aussi ce qui marche bien. Il va vraiment recommander des pratiques.
parce qu'il connaît plusieurs pratiques et parce qu'il est donc en capacité de pouvoir apporter des conseils. Il va même proposer une feuille de route sur comment mettre tout ça en pratique. Il va former sur des rôles, sur des façons d'interagir, sur des façons d'organiser le travail. Et puis, il va même vraiment, dans la casquette consultant, c'est aussi faire avec les gens. Il va vraiment améliorer lui-même des choses. Il va résoudre des problèmes parce qu'il a l'expertise, parce qu'il est aussi là dans une posture où il participe. Il va mentorer, par exemple, des product owners, des scrum masters mentorés, donc il les accompagne vraiment sur le terrain pour les aider à monter en compétence sur leur rôle qu'ils viennent peut-être de prendre. Donc ça, c'est une partie. Et puis, il y a une autre partie qui est maîtriser un processus d'accompagnement. Alors, c'est quoi maîtriser un processus d'accompagnement? C'est accompagner le cheminement des personnes. C'est pas beaucoup plus clair. On se pose toujours la question. Alors, en fait, déjà, maîtriser un processus d'accompagnement, c'est pas forcément du coaching. Il y a plusieurs façons d'accompagner les personnes. Mais là, on va parler du coaching puisqu'il s'agit du coach agile. Mais l'accompagnement, c'est aussi, je ne sais pas, une psychanalyse, c'est aussi un accompagnement. Mais là, on va parler du coaching. Alors, c'est quoi le coaching? Donc, je vous propose de prendre un temps déjà, de formuler vous votre définition du coaching. Et vous allez voir que l'exercice n'est pas simple et que même si on fait soi-même du coaching ou du coaching professionnel, formuler comme ça une définition, c'est pas évident. Surtout que le coaching, alors on pense au domaine sportif, on pense au développement personnel, on pense à la thérapie, et est-ce qu'il y a une limite et quelle est la différence entre coaching et thérapie? Et puis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme a dit Soum au début, et Farida, c'est porteur aussi de polémiques en ce moment. Et ce que je vous propose là, c'est d'apporter un peu d'éclairage sur ça. Est-ce que c'est en fait le coaching finalement? Et pour ça, c'est toujours intéressant de revenir aux origines des choses et déjà au terme lui-même, le mot coach. Pourquoi, à votre avis, j'ai choisi cette image pour illustrer le coach? C'est pas uniquement parce que là, c'est le logo d'une marque, entre autres, de sac à main, même si c'est vrai, mais c'est pas pour ça. C'est parce que, vous l'avez peut-être deviné, le mot coach en anglais, étymologiquement, ça veut dire une diligence. En fait, le mot coach, le mot anglais coach, vient étymologiquement du mot coche qui veut dire une grande voiture tirée par des chevaux. Dans les années 1830, ça a été utilisé dans le domaine académique pour la première fois pour désigner une personne. Et en fait, ça désigne un enseignant qui va entraîner, qui va transporter d'un point A à un point B un élève vers un examen. C'est là la première utilisation du coach. Et puis, rapidement, ça va se répandre plutôt dans le domaine sportif, et c'est là qu'on le connaît le plus. Puis, sans rentrer dans le détail, on peut y retourner si ça vous intéresse. Mais puis, en fait, ce qui se passe, c'est que ça va continuer dans le domaine sportif, ça va se nourrir de tout ce qui est psychologie humaniste, entre autres, et ça va arriver dans le domaine du business, aux US et ensuite en Europe. Et à partir de là, à partir de ces années 90, c'est l'expansion et le développement du coaching professionnel, de la profession de coaching. Alors, j'insiste sur le mot profession, et je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Mais c'est entre autres, je parle de profession parce qu'entre autres, il y a des fédérations qui regroupent les coachs professionnels. D'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pouvez trouver des définitions intéressantes du coaching là-dessus. Sur le site de l'OPIEC aussi, vous pouvez trouver des définitions intéressantes, mais moi, je vais vous en proposer une en particulier que j'aime bien, qui vient d'un livre intitulé « Le coaching clinique psychanalytique ». C'est l'un des courants qui influence le coaching, il y en a plusieurs. Et cette définition dit que le coaching professionnel, c'est un travail de facilitation à penser, à agir, à faire, et puis à être. Et cette définition dit que le coaching professionnel est une démarche maïeutique et qu'elle exclut, en principe, la relation de conseil, la relation de formation et la relation thérapeutique. Alors, on commence à arriver au cœur du sujet.
Et avant de clôturer cette première partie sur le coaching et de passer sur la partie paradoxe et comment résoudre probablement les paradoxes qu'on peut entrevoir dans ces postures, j'aimerais m'arrêter un peu à cette démarche maïeutique parce que je trouve que c'est ce qui apporte, de mon point de vue, le plus de compréhension à ce que c'est que le coaching. Qu'est-ce qu'on fait en coaching? Et la maïeutique, vous savez, quand on dit maïeutique, on pense à Socrate. Parce que la maïeutique, c'est un mot qui vient du grec et qui veut dire l'art d'accoucher. Socrate, dans La mère était sage-femme, disait que lui, ce qu'il faisait, c'était faire accoucher les esprits. Donc il disait, moi, j'accompagne mes interlocuteurs à trouver en eux-mêmes la connaissance, à faire émerger leurs réponses. Dans le sens, et c'est pour ça que aussi c'est très différent du conseil, il ne va pas apporter quelque chose d'extérieur, son avis ou son conseil, mais par un jeu de questions-réponses, il va accompagner les personnes à trouver leurs réponses. Dans le dialogue connu qui s'appelle le Ménon, il accompagne par exemple un esclave ignorant à retrouver le théorème de Pythagore. Ça veut dire que, par exemple, accompagner, dans mon exemple, la product manager à travers des questions à retrouver l'objectif de l'équivalent du planning du trimestre, ça ne devrait pas être compliqué normalement. Et pourtant, si on revient à cette situation que j'avais racontée, questionner ou conseiller. Donc, notre coach agile, si vous vous souvenez, on l'avait laissé avec son dilemme devant cette product manager en se demandant est-ce que je lui donne un conseil ou est-ce que je la coach. Il se disait, moi, dans la formation de coaching professionnel, j'avais compris qu'il valait mieux faire émerger les réponses. Et puis, les gens savent mieux ce qui est bien pour eux. Ils sont les meilleurs détenteurs de leurs réponses. Eh bien, ce coach agile, il va plutôt aller, comme il est influencé par son long passé d'ingénieur pragmatique, il va aller droit au but et il va donner le conseil. Donc, il va voir, il se dit, c'est comme ça, on ira plus vite. Il va voir la product manager, il lui dit, il reste 30 minutes, je te propose d'arrêter de te concentrer sur le détail, c'est pas le but. Là, le but, c'est la vision, c'est l'orientation. Donc, l'idée, c'est d'aller voir les autres product managers, owners, et d'aller travailler sur l'affichage au niveau du programme. Et évidemment, ça se passe pas très bien parce que cette personne, comme elle était dans l'émotion et le stress du moment, il se trouve qu'elle n'était pas en mesure de recevoir un conseil. Ce dont elle avait besoin, en fait, c'était pas qu'on lui rappelle un objectif auquel elle avait été formée, parce qu'évidemment, le coach agile, ce qu'il fait aussi, c'est former. Donc, il avait déjà expliqué le déroulement de l'événement. Ce dont elle avait besoin, c'était plutôt de prendre du recul, de sortir de l'automatisme. Parce que ce qu'on regarde en fait dans cette situation, c'est la différence entre le temps de la formation qui peut être rapide. Expliquer ce que c'est qu'un PI planning, ça peut être assez rapide. Expliquer ce que c'est une vision produit des objectifs priorisés, ça peut être rapide. Mais par contre, il y a un temps psychologique de changement où les personnes ont besoin de sortir de leurs habitudes, alors que ces personnes étaient convaincues que c'était la bonne façon de faire, de passer du temps sur le détail. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, en réalité, sur le terrain, il y a plus de temps pour le changement des personnes. Et ce qui se passe aussi, et si vous voulez la fin de l'histoire, c'est que bien sûr, comme c'est le premier événement de planification, atelier de planification pour ces équipes, ça ne pouvait pas être parfait. Et parfait, alors même si parfait, on peut remettre en question ce que c'est que la perfection ici, parce que un apprentissage dans ce cas-là, c'est peut-être plus intéressant que la réussite de l'événement en lui-même, un apprentissage durable. Mais bon, là, pour notre coach agile, il a découvert que par la suite, ça fonctionnait mieux avec cette personne dans cette situation de questionner, mais il a remarqué après qu'il y a d'autres personnes qui, en situation de stress, avaient plutôt besoin d'un soutien extérieur. Donc, d'autres personnes allaient dire « Non, mais là, il reste une demi-heure. Moi, j'ai besoin qu'on me dise ce que je fais. Je ne suis pas en situation de répondre à des questions et de prendre du recul. » Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça dépend en plus non seulement du contexte, mais en plus des personnes. Et donc, ce coach agile, là, se dit « Mais est-ce qu'il n'y aurait pas là un paradoxe où je suis
à la fois dans le coaching professionnel, donc je veux vraiment ne pas influencer et je veux coacher. Et en plus, je dois switcher entre les casquettes avec les personnes, je fixe un cadre, mais ce cadre dépend d'une personne à l'autre. Et avant d'aller plus loin dans cette schizophrénie là que je suis en train un peu de décrire, j'aimerais vous poser une question, sans pour autant que vous partagiez la réponse. Donc, je vous propose de garder la réponse pour vous. La question, c'est sur une échelle de 1 à 10. Là, maintenant, il est 19h26, donc ça fait 20 minutes que nous avons commencé. Quel est votre degré de satisfaction par rapport, vous savez, à l'attente initiale que vous aviez précisée? Donc, je vous propose de mettre une note là, intérieurement pour vous, entre 1 à 10. Si vous êtes très satisfait par rapport à votre attente initiale, c'est 10. Si ça, on n'a apporté aucune réponse à votre attente, bah c'est 1. Et puis, maintenant que vous avez la note en tête, je vous propose cette question. Pour faire plus 1, maintenant, sur cette note, quel apport vous souhaitez pendant le reste de la session? Je regarde les messages. Qu'est-ce qu'un consultant? Comment résoudre ce paradoxe? Ok, ça c'est... Ok, je note toutes les attentes, comme ça j'adapte aussi la suite et je sais sur quelle partie passer plus de temps. Qui a accompagné au coaching individuel? Agile Service. Ok. Est-ce qu'il y a un contrat de coaching? Coach Scrum Master. Comment on arbitre les deux postures? Le background pour commencer en tant que coach agile. Est-ce qu'un coach bascule les casquettes? Si oui, dans quel cas? Quelle posture le coach doit adopter? Comment définir un contrat de coaching? Ok. Des exemples concrets, coach et consultant. Ok. Alors, merci beaucoup. Ça me donne une idée sur ce qui est clair et ce qui est moins clair. Donc, avant de passer à la suite, je vais passer 2 minutes. Comment se place le métier de coach agile par rapport au coaching en général? Ok. Donc, je vais passer un peu de temps sur la partie consultant et puis je vais passer à la suite qui va aussi répondre à la partie les casquettes, comment les réconcilier, comment les utiliser. Et puis, pourquoi on parle de casquettes? En fait, donc on se retrouve là à se demander comment basculer les casquettes. Donc, le consultant, si vous regardez la définition sur Internet du consultant, vous allez voir que c'est un prestataire de service, mais ce n'est pas la partie qui m'intéresse ici. En tout cas, ce n'est pas dans ce sens-là que je l'utilise, mais c'est la partie conseil qui m'intéresse. Donc, le consultant, il va venir apporter du conseil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est expert sur un domaine. Donc, le consultant, il ne va pas être consultant en général. Il va être consultant en management, consultant en finance, consultant en agile, consultant en quelque chose qu'il maîtrise en fait, un contenu, un problème, un contenu qu'il connaît. Dans mon exemple, là, le coach agile, il est expert sur comment on planifie un trimestre, comment on planifie la vision et les objectifs produits d'un trimestre. Et donc, pour faire ça, comme le consultant a cette expertise-là d'un métier en particulier, on va dire l'agile dans cet exemple, mais ça aurait pu être je ne sais pas, le management, comme j'ai dit, la comptabilité, peu importe. Donc là, on est sur l'agile, par contre, en conseil. Comme il connaît bien ses événements, ses rôles, agile, il sait ce que fait un product manager, il sait ce que fait un Scrum Master. Eh bien, ce qu'il va faire, c'est ce qu'on avait un peu vu là, il va diagnostiquer, et en fonction de ça, il va pouvoir recommander. C'est surtout ça qu'on attend d'un consultant. Il va donner des solutions, en fait. Il va donner des pistes. Et en plus, il va donner une roadmap pour appliquer les solutions. Il va pouvoir lui-même participer à améliorer les problèmes. Donc, le consultant, quand il est là, on veut qu'il réponde à des problèmes. On veut qu'il soit là avec le client. Le client veut que le consultant lui apporte son expertise et qu'il l'aide à résoudre un problème particulier, améliorer un fonctionnement, à améliorer quelque chose. Alors que le coach, si vous regardez dans le coaching c'est large, on l'a vu, mais si on parle du coaching professionnel, c'est-à-dire la profession qui est réglementée, où il y a des fédérations, il y a un code déontologique. Donc oui, il y a un code déontologique pour le coach professionnel, il y a un contrat. Le coach professionnel, quand il intervient, il fait un contrat avec son client, il fixe le sujet, le problème, et puis il accompagne par surtout le questionnement. C'est pour ça que j'ai insisté sur la maïeutique.
Donc, la partie coaching, c'est questionner, écouter, observer les relations, les interactions, que ce soit avec un individu ou une équipe ou une organisation, pour que la personne puisse trouver sa réponse. Donc, dans mon exemple, si j'avais posé la question à cette product manager en lui disant « Quel est ton objectif pour la demi-heure qui reste ?» et puis « Comment tu veux t'organiser toi pour arriver à cet objectif ?» mais sans juger, sans influencer. Si elle dit « Moi, je veux rester sur le détail », très bien, c'est peut-être la bonne chose à faire. En fait, je n'influence pas. Je suis là plutôt à aider, à faciliter l'émergence d'une réponse. C'est ça le rôle du coach. Par rapport à un consultant, donc là où le consultant apporte une réponse, une expertise, parce qu'il connaît le problème, le coach, eh bien, on attend de lui à ce qu'il n'écoute pas le contenu. Il est préférable que le coach professionnel ne connaisse même pas le fond du sujet. Il ne faut pas qu'il devienne propriétaire du problème, parce qu'il a besoin de ce recul pour accompagner la prise de conscience et le cheminement de la personne, pour ne pas l'influencer, parce que le coach est convaincu que chacun détient sa réponse. Donc, il s'empêche d'influencer, il s'empêche d'apporter la réponse. Et ça fait une très bonne transition avec les paradoxes des casquettes, parce que, en fait, quand on veut faire du coaching professionnel, on fait notre contrat, on précise au client qu'on est là pour l'accompagner à trouver ses réponses, que ce soit individuellement ou dans des équipes, eh bien, on va dire qu'on ne va pas influencer, donc on va garder du recul par rapport au contenu, par rapport au problème. Mais quand on est coach agile, non seulement on connaît le contenu, c'est-à-dire que on pense connaître la bonne réponse. On pense savoir que la bonne façon de faire un événement de planification trimestrielle, eh bien, c'est de finir avec une vision globale des objectifs. Et donc, quand on pense connaître la bonne réponse, c'est difficile de s'empêcher de donner du conseil et de garder une posture basse, la posture basse du coach, qui est là juste pour questionner et puis de ne pas juger ce qui émerge. C'est l'une des injonctions paradoxales entre ces deux. Je vais vous dire après pourquoi je parle de ça, parce qu'on ne va pas s'arrêter là. Donc, après, dans le coaching professionnel, il y a aussi un cadre clair, et il y avait une remarque par rapport au contrat. Donc oui, il y a un contrat, et donc il y a un cadre clair qui est précisé, il y a une déontologie. Alors que là, dans la situation que j'ai racontée, on change souvent de posture. Ensuite, il y a la confidentialité dans la déontologie du coach professionnel, et quand on fait du coaching agile, on accompagne à la fois les managers et les managés. Et c'est délicat. C'est délicat, surtout, en fait, si on est de bonne intention, parce qu'on peut voir qu'il y a des malentendus, et on peut être tenté, pour résoudre ces malentendus, d'aller faire communiquer un peu les messages, et c'est difficile de s'empêcher. Et donc, on est un peu dans une situation qui nous met face à cette déontologie de la confidentialité, chose que le coach professionnel s'interdit parce qu'il dit « moi, je ne coach pas en même temps les managers et les managers ». Et puis, il y a l'autonomie. Quand on fait du coaching, vraiment, le but, ça, je ne l'ai pas précisé, mais le but du coach, c'est l'autonomie, et du coach agile aussi. Mais quand on intervient au quotidien avec les équipes, que le problème devient le nôtre, eh bien aussi, l'autonomie, ça devient délicat. Je ne parle pas des cas où il n'y a pas de date de fin précise à l'intervention, ce n'est pas supposé être le cas, mais même quand il y a une date de fin et qu'on est là tous les jours, la question de l'autonomie se pose. Alors, c'est juste pour introduire vraiment les paradoxes. Il y en a plein d'autres, et on peut trouver plein d'autres, mais ce qui m'intéresse dedans, c'est plus que le paradoxe lui-même, c'est pourquoi il y a ce paradoxe. Et ça rejoint certaines de vos questions sur comment switcher de casquette et comment on sait si on est... Est-ce qu'on est coach ou consultant, en fait? C'est ça, est-ce qu'on est coach ou consultant? Et le paradoxe vient de là. Il y a une façon très intéressante de réfléchir quand on est face à un paradoxe. C'est de se dire, c'est pour ça que j'ai représenté ce problème de 9 points que vous connaissez peut-être, c'est de se dire, si je suis face à un paradoxe, c'est que je suis dans un cadre où il y a une hypothèse qui m'empêche d'aller au-delà de ce cadre et de trouver une solution. C'est une approche systémique qui dit que la solution, dans ce cas-là, se trouve peut-être à un autre niveau, très probablement. Et donc, pour résoudre le paradoxe, on peut se poser la question, est-ce que par hasard, j'aurais pas pris une hypothèse qui m'empêche de trouver une solution?
Et donc, l'idée ici, c'est de repenser le cadre, de sortir de ce cadre-là. Et je vous laisse réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on aurait pu prendre comme hypothèse pour se retrouver dans ce paradoxe de, en tant que coach agile, est-ce que je suis coach ou consultant? Et de mon point de vue, l'hypothèse, c'est que j'ai trouvé moi, c'est qu'il y aurait deux postures différentes. Donc, la posture qu'on appelle la posture basse du coach, qui questionne, qui a un cadre, qui a un contrat, qui a sa déontologie de coach professionnel. Et puis, il y a le consultant qu'on a vu, qui conseille sur une expertise, sur un domaine particulier. Et puis, on peut faire les deux. C'est aussi dans le cadre limitant, on peut faire les deux, on peut alterner. Donc, on est parfois coach, parfois consultant, et puis on alterne, et puis on choisit. Mais en réalité, peut-être que le nouveau cadre pour sortir de là, c'est de dire qu'en fait, il ne s'agit pas d'alterner, mais qu'il s'agit d'une autre posture. Que l'agilité des postures, c'est vraiment en soi une autre posture. Alors, ça peut paraître un peu philosophique, mais en réalité, c'est vraiment là le sujet, c'est que on est en train de penser le métier du coach agile par rapport à deux autres métiers qui existent, alors que c'est un métier en soi et que finalement, c'est pas une question de switcher les postures, c'est une question de apporter une connaissance différente suivant, vous avez posé la question de quoi ça dépend, eh bien, c'est vraiment complexe, ça dépend du contexte, de la personne, et de quelque chose de très important, qui est de sa demande. Et c'est pour ça que la posture agile est très intéressante, qui est différente de la posture du coach professionnel et de la posture du consultant. Et ça tombe bien, parce que le coach agile est agile. Donc, ce qu'il sait faire, c'est prioriser avec agilité. Et ça veut dire quoi, prioriser avec agilité? C'est se demander quel accompagnement apporterait maintenant le plus de valeur. Et puis ensuite, donc, on se pose cette question, et puis il y a une sorte de réflexivité, il y a une réflexion itérative aussi, donc j'apporte une connaissance, je pose des questions, je regarde ce que ça donne, et puis j'ajuste. C'est la complexité, c'est pour ça que je parle d'agilité aussi. Comme ça dépend, la casquette dépend non seulement du contexte, mais aussi de la personne, et aussi du moment de l'accompagnement, eh bien, l'idée, c'est de faire et puis d'itérer, de prendre du recul, de dire d'accord, ça marche pas comme ça avec cette personne-là, je vais essayer une autre posture. Et puis, en fait, quand je pose la question de la valeur, si je reviens à mon exemple, la question qui a manqué en réalité à cet exemple-là, c'est celle-ci. C'est de quoi est-ce que tu aurais besoin? C'est-à-dire que notre coach agile, dans cet exemple, il est passé de je te donne un conseil, ah, ok, je comprends, cette personnalité-là, elle a plus besoin de prendre du recul quand elle est stressée, donc dorénavant, je vais plutôt la questionner, et ça fonctionne. Mais ça aurait été beaucoup plus agile de lui poser la question directement et simplement, c'est souvent une question simple, mais parfois on oublie de la poser. De quoi est-ce que tu aurais besoin? Et là, on s'adapte. Et là, c'est vraiment la posture agile, du coach agile, qui n'est pas vraiment celle du coach professionnel, même s'il pose cette question, et n'est pas celle du consultant. C'est la posture de quelqu'un qui s'adapte, qui est agile, qui change la connaissance qu'il va apporter en restant dans une même posture, qui est adaptable, tout au long. Et en fait, cette question-là, quand j'y ai pensé, et que je me suis rendu compte qu'on est dans un nouveau cadre, j'ai voulu la pratiquer aujourd'hui dans cette session, et c'est pour ça que je vous ai posé 2 fois cette question, de quoi est-ce que vous avez besoin? Et vous voyez, là, ça change vraiment la posture, parce que on est en partenariat avec le client, et c'est vraiment le cœur de l'agile, finalement. Et pourquoi j'insiste là-dessus aussi, et pourquoi j'ai parlé de profession tout à l'heure? Parce que, en sortant du cadre, on se dit, OK, alors c'est une posture différente, c'est la posture agile, on vérifie la demande, l'attente, pas une seule fois, plusieurs fois, et on itère. C'est une méta-posture, elle rend possible les autres postures. Et partant de là, on arrive à un cadre encore plus large, enfin, ça s'inscrit dans un cadre qui n'est pas le cadre du coaching professionnel et du consultant, qui est en fait celui de la profession du coaching agile. Et c'est là-dessus que j'aimerais terminer. Et c'est la réflexion que j'aimerais vous soumettre, et c'est une question que je vous pose, et j'ai pas de réponse à cette question, c'est
où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la profession du coach agile? Donc là, j'ai pris cette représentation, cette modélisation d'un métier, ce que c'est qu'un métier. Donc c'est une modélisation qui vient du sociologue Guy Locotherf, qui définit de cette façon un métier. Donc moi, j'insiste sur la partie au milieu, qui est l'appartenance à un collectif, au-delà des réglementations, des diplômes et tout ça. Mais une profession, c'est un collectif, c'est une déontologie, c'est des compétences qui sont reconnues par ce collectif, c'est une identité qui est reconnue de l'extérieur et de l'intérieur, c'est un apprentissage continu. Et c'est, à mon avis, ce cadre-là qui peut-être manque aujourd'hui, mais du coup, je vous soumets vraiment cette question et j'ouvre sur cette réflexion à la fin, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui de ce cadre-là, de cette profession du coaching agile qui peut protéger le métier du coach agile? Et dernière question, parce que vous l'avez compris, c'est important d'être en partenaire avec le client quand on est dans une posture agile. On arrive aux questions et aux échanges, et pour les accompagner, je vous propose cette question, c'est avec quoi repartez-vous? Qu'est-ce que vous choisissez de retenir de tout ça? Oh, bien sûr, on va aussi discuter ensemble, on va répondre aux questions, et je vous propose aussi d'échanger, les coachs agiles et les autres agilistes qui sont là, de partager vos points de vue. Donc n'hésitez pas aussi à dire avec quoi vous repartez. Et puis, je vais afficher cette page-là parce que c'est la page du feedback. Vous pouvez le scanner pour laisser vos commentaires d'amélioration, entre autres. Et je vous remercie. Et donc, je vais passer à voir la suite des questions. Selon ton expérience, quelle est la part en pourcent de clients qui attendent un coaching plutôt que du consulting? Alors, c'est pas facile de donner, bien sûr, des statistiques sur des pourcentages comme ça, mais lesquels attendent un coaching versus un consulting. En réalité, de mon expérience, et c'est intéressant de savoir aussi ce que vous en pensez, le client ne va pas forcément l'expliquer comme ça. Il va pas il va pas être sur le comment, parce que le consulting et le coaching, c'est une question de comment je vais faire. Est-ce que je vais plutôt être là dans une posture où je t'accompagne à trouver tes réponses, ou est-ce que je vais t'apporter une expertise? Le client va donner plutôt le résultat qu'il veut. Il va parler d'une livraison plus fluide, il va parler d'amélioration continue qui manque. Il ne va pas être sur comment vous allez le faire. Alors, il y en a de plus en plus qui vont parler comme vous savez, de modèles qui sont connus, je ne sais pas, de SAFe ou d'autres méthodes. C'est-à-dire qu'ils attendent là une expertise. Donc là, c'est plutôt du conseil. Ils veulent vraiment quelqu'un qui connaît ça. Et c'est le plus courant. Est-ce que ça répond à la question? Mais en tout cas, je pense que l'important, c'est de souligner le comment avec le quoi. Et le client, en général, il est plus sur le résultat, qu'est-ce qu'il veut atteindre, plutôt sur comment vous allez le faire. Et c'est à nous d'expliquer comment on va le faire. Sachant que l'expertise, c'est quand même très important pour les clients. Bien poser une question. Quelqu'un nous pose la question. On a beaucoup parlé de posture de coach et posture de consultant. Et quelqu'un nous pose la question, quid de la posture de facilitateur? On peut dire qu'il fait du coaching, mais c'est différent quand même du coaching professionnel. Ça rejoint le domaine du coaching dans le sens où on n'est pas là pour apporter des réponses, donc on n'est pas dans le conseil, on est plutôt dans aider les autres à trouver leurs réponses. Mais c'est pas du coaching professionnel dans le sens où là, on va être là en train d'aider en général un groupe de personnes à trouver des réponses, des décisions. Par exemple, une équipe qui veut prendre une décision sur un sujet donné, le facilitateur va mettre en place certains outils, certaines pratiques pour faciliter, accélérer l'émergence de cette réponse. Le facilitateur va aussi, s'il y a un conflit, s'il y a un problème à résoudre, il va permettre aux équipes, en général à un groupe de personnes, à trouver une solution qui leur convient. Par contre, à la différence, quand on parle de coaching professionnel, c'est tout un parcours. En fait, le coach professionnel va intervenir pour un résultat attendu qui est annoncé et il accompagne son client à trouver l'objectif qu'il veut atteindre, sa finalité. Et puis, ils vont faire un ensemble de séances, que ce soit en coaching individuel ou en coaching d'équipe, pour atteindre cet objectif. Donc, il va bien sûr faciliter aussi, mais pas sur des sujets qui sont déjà là ou qui va faciliter à trouver des décisions. Il va plutôt proposer, par exemple, si c'est du coaching d'équipe, il va proposer des ateliers pour travailler sur la vision et les objectifs, sur l'identité de l'équipe, sur le plan d'action.
Donc, il va mettre en mouvement. Je n'ai pas utilisé ce mot, mais dans le coaching professionnel, on parle beaucoup de mise en mouvement à travers un cycle que le coach professionnel va proposer. La facilitation, ça peut être ponctuel, c'est une posture, mais ça se rejoint sur la partie maïotique, par exemple. Voilà. Et du coup, j'ai une question justement sur cette grille. Que penses-tu de cette définition qui a été faite par Lisa Atkins? Alors, cette définition, cette modélisation par rapport à laquelle, donc il y a eu plusieurs contributeurs dont Lisa Atkins, moi ce que je pense, c'est que déjà ça a le mérite d'exister. C'est-à-dire que ça nous montre et ça met l'accent sur les différentes casquettes que le coach doit pouvoir apporter. Et ça montre clairement qu'il y a deux choses qui sont complètement différentes, qui sont le conseil, l'expertise agile, et puis l'expertise accompagnement, cheminement des personnes. Et puis en bas, on voit, c'est intéressant aussi, on voit en bas que le coach agile, avec le temps, se spécialise. Donc en fait, ce qu'elle dit, Lisa Atkins, c'est que le coach agile en général connaît à la fois la transformation, la partie business et valeur business, la partie technique, mais avec le temps, de façon verticale, il va se spécialiser dans l'un de ces trois domaines. Donc c'est pas avoir tout à la fois. Ça parle de coaching professionnel, c'est là où je trouve que c'est un peu peut-être ambigu, parce que le coaching professionnel, peut-être ici, il vaut mieux le comprendre comme compétence et non pas comme profession. Donc je pense que là, on peut nuancer un peu. Le coach agile a besoin de maîtriser le coaching professionnel, de mon point de vue, en tant que compétence. Mais ça ne veut pas dire qu'il est aussi, il pratique aussi le métier de coach professionnel. Il y a une nuance là. Et puis, quand on voit ce modèle, je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas, dont j'ai parlé à la fin, qui est la méta-compétence de pouvoir switcher entre tout ça et avoir de l'agilité. Donc, on a l'impression qu'il switch un peu entre tout ça. Donc, c'est le côté un peu dilemme et schizophrène que j'ai mentionné. Mais en réalité, c'est pas aussi... C'est normal, c'est une modélisation, donc c'est simplifié. Mais en réalité, sa vraie compétence, c'est de pouvoir, s'adapter et pouvoir échanger ses différentes connaissances et postures. Et d'ailleurs, elle le dit, Lisa Atkins, quand on regarde comment elle présente ce modèle, elle parle en réalité de ça aussi. J'avais deux questions qui se ressemblent un peu. Ils se demandent si pour faire du coaching, il faut passer par le cadre... Ça dépend. Si on dit, alors, pour faire du coaching agile, si c'est pour faire du coaching agile, c'est qu'en fait, il y a le mot agile. Il faut savoir que quand on dit du coaching professionnel, du coaching tout court, là, on n'a pas mis d'expertise en avant. Mais si je dis coaching agile, il y a déjà le mot agile. Donc, celui qui va demander mon intervention, il s'attend à ce que je connaisse bien l'agile. Donc, une expertise. C'est-à-dire que je suis dans une posture où je sais conseiller. Donc, si le terme consultant, on l'utilise dans le sens conseiller, quelqu'un qui sait aller vers un client, diagnostiquer, proposer des solutions, une démarche, améliorer, oui, parce qu'il y aura des pratiques à mettre en place que le client attend. Et puis, il y aura de l'accompagnement, de la formation, etc. Et donc là, la posture de consultant aide beaucoup si on fait du coaching pur, du coaching professionnel pur. Et on n'a jamais fait de l'agile, on n'a jamais fait du conseil dans l'agile, et qu'on va voir le client, ça va être compliqué parce qu'il attend une expertise. C'est mon point de vue. Il y a une question de Bruno. Comment progresser à partir de là où nous sommes? Si on prend un coach agile qui est plutôt dans les postures consultant, du coup, qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour progresser à partir de là où nous sommes? Alors, comment progresser? Il y a plusieurs façons. Si la question c'est comment acquérir la compétence de coaching, est-ce que c'est bien ça la question? Comment acquérir la compétence de coaching? Alors, j'ai envie de dire qu'il y a une façon très facile de le faire, très facile. Il y a une façon très directe de le faire, c'est la formation. Après, c'est pas qu'une question de formation, le coaching, c'est beaucoup une question de pratique. Formation, ça ne va pas forcément dire certification et organisme. Bien sûr que c'est important, et moi, je fais partie des personnes qui pensent que c'est important, mais on peut aussi le faire en pratiquant, parce que le coaching, c'est beaucoup de pratique et beaucoup de théorie aussi. Et l'idée, de mon point de vue, en tout cas, c'est d'abord de prendre conscience de l'importance de cette partie-là, de prendre conscience de tout ce qu'il y a comme connaissance. Et dans le coaching, il y a beaucoup plus de pratique, de mon point de vue, que de théorie. Et puis de s'entraîner, parce que comme ce que je disais tout à l'heure,
Ça peut paraître simple de poser des questions et de s'empêcher de conseiller quand on connaît la réponse, mais en réalité, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, même pour vous, moi, je me souviens au début de la formation de coaching professionnel, on avait simplement un questionnaire tout simple avec des questions où c'était quel est votre objet, quel est votre problème, quel est votre objectif, et puis on pose des questions sur des ressources, et puis on pose des questions sur les actions et les options. Et l'idée, c'était simplement de poser ces questions à une autre personne de la formation, et de s'empêcher de faire autre chose que de poser les questions. Et je peux vous dire que c'était vraiment compliqué comme exercice. On n'arrivait pas à juste poser les questions, on avait tout le temps envie, surtout quand on est touché par le problème, d'aller proposer quelque chose. Et vraiment, quand on fait cet exercice-là, on se rend compte que c'est une question de pratique et ça prend du temps. C'est vraiment quelque chose qui prend du temps. Et c'est une conviction, c'est un état d'esprit, c'est devenir convaincu que l'autre détient sa réponse et que je ne peux pas connaître mieux que l'autre, même si je suis expert sa réponse, c'est tout un cheminement. Donc voilà, la théorie et la pratique. J'espère que ça répond à la question. Quelques feedbacks pour toi, Amira. Donc, Samuel, je repars avec beaucoup d'intérêt pour Maïeutique, coach agile versus coach versus consultant. Merci beaucoup. Je repars avec plus de questions que lorsque je suis arrivé. C'est parfait, ça va enrichir ma propre réflexion. Samuel, c'est 6 soucis persistants. Comment changer de posture pour voir ce qui est dans le cadre empêche la résolution du problème. Sandrine, j'ai pris conscience que chacun est détenteur de la solution, d'où l'accompagnement par le questionnement qui est clé. Puis sinon, j'ai une petite question ici, c'est quelles compétences clés pour un coach agile? Alors, ça dépend de chaque coach agile. Et alors, je pense que j'ai une proposition de réponse pour ça. En fait, la compétence clé pour le coach agile, c'est celle qu'on n'a pas. C'est-à-dire que là, on a vu tout un panel et chacun a sa zone de confort. Et je pense que ça, c'est vraiment bien pour finir la discussion. Chacun a sa zone de confort. Chaque coach agile va être soit plus à l'aise sur le conseil, sur la formation, sur le mentoring, ou alors plus sur le coaching. Et il va aller naturellement là-dedans. Et je pense que la compétence clé, c'est de savoir aller là où on n'est pas à l'aise. Donc d'aller chercher, et on dit qu'on grandit en allant vers ce qu'on ne sait pas faire et vers ce qui ne nous attire pas forcément. Et je pense que la compétence clé, c'est ça, c'est de se remettre en question et de dire, je n'aime pas poser des questions, je n'aime pas ne pas donner de conseils. Peut-être que c'est la compétence clé pour moi, ça sera ça. Donc ça dépend de chacun en fait. Donc ça dépend de là où on n'est pas à l'aise. Je pense qu'on va conclure ici. Je sais pas si tu as un dernier mot, Amira. Mon dernier mot, c'est merci beaucoup, vraiment merci d'avoir été là, merci pour vos partages, d'avoir répondu aux questions que j'ai posées. Je trouve que c'était vraiment enrichissant, surtout avec les échanges à la fin. Et j'espère qu'on continuera d'ailleurs les échanges par ailleurs. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Et merci, voilà.